Bonjour Alain. Bonjour Marie. Eh bien, j'ai le plaisir d'être accueillie chez toi à Sauviac, où tu habites, et où je suis déjà venue cet été faire des émissions. On a fait pas mal d'émissions ensemble déjà, et Oui. puis on a même co-créé une formation En ligne. voilà. Oui. Et donc on en reparlera à la fin. Et aujourd'hui, là, je suis venue te rencontrer parce que tu viens de sortir un livre, Une médecine pour la vie, qui je dirais qui est le format papier de tout ce que tu développes dans tes vidéos jusqu'à présent. Alors, c'est pas ton premier livre, hein, tu en as écrit d'autres. Ah bah oui. Mais il est relativement résumé quand même pour toute la partie scientifique en particulier. Hein. Oui, alors c'est un petit livre qui est très succinct, mais qui vient vraiment poser les fondements de ton approche et qui est somme toute original pour un médecin, parce que tu prends vraiment en compte la dimension holistique et donc spirituelle de l'être humain. Et pour toi, c'est un petit peu de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui. La dimension spirituelle est incontournable si on veut guérir profondément. Absolument. Alors, oui, il est important de comprendre d'abord que notre médecine moderne n'est pas véritablement scientifique. Elle est en fait une sorte de religion, d'idolâtrie, qui ne repose sur aucune réalité scientifique, qui a été inventée de toutes pièces par M. Pasteur au XIXe siècle, qui a reconnu d'ailleurs sur son lit de mort qu'il s'était trompé. Mais bon, ça n'a pas été divulgué parce que les Big Pharma avaient déjà émergé à ce moment-là, donc ça a été censuré. Et donc toute cette médecine moderne n'est pas scientifique. Elle repose sur des incohérences et des choses qui sont totalement, on peut dire, stupides au sens profond. Quand on pense par exemple qu'un cancer dur comme de la pierre va soi-disant métastaser, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses vont partir en balade, vont faire du tourisme, vont aller s'installer dans des eaux, et là ils vont creuser des caries. Et ces gens-là, ils sont tellement dans le parti pris, tellement dans la certitude que leur théorie est réelle, ils vont ponctionner dans le trou, et là ils vont retrouver dans le trou, dans le vide, ils vont retrouver les cellules, soi-disant, de la tumeur d'origine, selon leur théorie complètement aberrante, quoi, hein. On est donc dans le non-sens total. Donc pour revenir à une médecine qui œuvre pour la vie, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la cancérologie moderne a environ, on peut dire, pour tout cancer confondu, elle a environ 5%, elle obtient environ 5% de guérison, et donc ça veut dire qu'elle tue 95% des cancéreux. Et donc, c'est un véritable génocide, hein. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est grave, quoi, hein. Donc pour en revenir à une véritable médecine de la vie, il faut d'abord prendre en compte la réalité microscopique, qui n'est pas du tout ce que l'on croit. On s'imagine que les bactéries viennent de l'extérieur et nous agressent, alors que c'est faux. Les bactéries, c'est nous qui les construisons pour guérir et pour démonter nos cancers. C'est ce qu'on appelle les microzymas ? Non, les bactéries sont des constructions. Ce sont des machines-outils. Les microzymas sont les bâtisseurs. Ils sont les bâtisseurs à la fois des cellules, à la fois des bactéries quand il y en a besoin. Ils sont les bâtisseurs de toute la vie, quoi, hein. Donc il faut revenir à ces fameux microzymas qui ont été découverts par Béchamp au XIXe siècle, qui sont redécouverts récemment par les géologues qui les ont baptisés nanobes ou nanobactéries, qui ont été de façon tout à fait étonnante, ça c'est la puissance de l'art, qui ont été évoqués dans la guerre des étoiles, dans les films sur la guerre des étoiles. Ils parlent là de médichloriens. Bon, Gaston Nessens au Canada les a redécouverts, les a baptisés somatides. Actuellement, il y a énormément de noms qui sont fichés sur cette unité primordiale de la vie, qui est une microcellule. Nous savons aujourd'hui qu'au cœur de cette microcellule, il y a un cristal de silicium qui doit jouer un rôle extrêmement important par rapport aux mémoires génétiques.
Les mémoires génétiques, on attribue ça à l'ADN, mais en fait on n'a aucune certitude et il est probable que l'ADN n'est que la chaîne de montage de nos métabolites et n'a rien à voir avec la transmission génétique en soi. Enfin, bref, il faut tout reprendre de A jusqu'à Z. Nous savons par ailleurs que nos microzymas ont besoin d'un certain nombre de choses pour pouvoir fonctionner normalement. La première des choses à savoir, et c'est absolument vital, ils ont besoin de sucre. Aujourd'hui, le sucre est considéré comme une drogue, comme un poison violent, comme cancérigène. Tout ça, ce sont des absurdités, il n'y a aucune réalité. Même les arbres fonctionnent avec du sucre. Tout être vivant sur Terre carbure avec du sucre. Le sucre, c'est le carburant de la vie, et nous devons consommer du sucre, il ne faut surtout pas s'en priver. Il faut savoir qu'ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'un certain nombre de nutriments, comme de toute évidence, et ils ont besoin de vitamines. Et donc dans ce livre, je fais un petit peu le tour des vitamines essentielles dont ils ont besoin. Il faut savoir en particulier que l'homme a été créé pour être frugivore à l'origine et pour vivre en zone équatoriale. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les fruits de nos régions tempérées ne sont pas suffisamment riches en vitamine C. Pour avoir la ration quotidienne dont nous avons besoin en vitamine C, il faudrait consommer chaque jour environ 40 kg d'oranges avec la peau. Tu imagines ce que ça représente, c'est pas évident. Bien sûr que là, il n'y a plus besoin de boire. Hein. Comme dit Bernard Clavière, c'est plus nécessaire de boire si on consomme 40 kg d'oranges par jour. Mais bon, il faut s'y mettre le matin, et je ne sais pas si on aura fini le soir. Hein. Voilà. Alors, donc, on est obligé de se complémenter en vitamines, ça c'est clair. Il faut des vitamines C, il faut vitamine B, il faut vitamine E. Ce sont le triptyque de base. Et puis, voilà. Et puis, l'élément essentiel de cette médecine pour la vie, c'est la psychosomatique. C'est-à-dire découvrir une fois pour toutes qu'il n'y a pas de système immunitaire, qu'il n'y a pas de guerre bactériologique ou virale, qu'il n'y a pas de guerre contre le cancer. Tout ça relève d'hypothèses complètement incohérentes, sans aucun fondement scientifique. Il n'y a pas de guerre, ça n'existe pas. Nous avons des processus qui sont un peu comme des soupapes de sécurité, des bouées de sauvetage qu'on appelle cancer, qu'on appelle pathologie, paralysie, troubles sensoriels divers, même la myopie par exemple, est une pathologie, c'est l'équivalent d'un cancer. Il peut y avoir des troubles métaboliques, il peut y avoir énormément de problématiques qui sont en fait des réponses psychosomatiques à un stress majeur. Mais c'est là où c'est très intéressant ton approche, parce qu'effectivement, et ça rejoint complètement la dimension spirituelle, qui vient nous dire que la réponse ne se trouve pas à l'extérieur, que l'ennemi ne se trouve pas à l'extérieur, mais que c'est toujours finalement une relation entre nous et nous-mêmes, et que les fondements biologiques de l'être humain, tels que découverts par Béchamp, viennent prouver scientifiquement Absolument. ça. Voilà, donc c'est là où le scientifique rejoint le spirituel. Voilà, donc il n'y a pas de système immunitaire parce qu'il n'y a pas de guerre. Donc tout ce qu'on nous a raconté sur le système immunitaire est faux. Les globules blancs, les leucocytes, en fait, à l'origine, on les appelait des granulocytes, ce sont des transporteurs de microzymas. Ils sont là pour amener microzymas et vitamines partout où il y en a besoin, lorsqu'il y a un chantier important. Tout a sens, dans une cohérence absolue, remarquable. Et voilà. Et donc, la cause des maladies et des pathologies, ce sont des stress psychologiques, sauf en cas d'empoisonnement ou en cas de carence, en vitamines ou autres. Donc, en dehors de ça, toutes les pathologies, sans aucune exception, sont psychosomatiques. Bon, on parlait tout à l'heure du sucre. Le diabète n'a strictement rien à voir avec votre consommation de sucre. Strictement rien. Le diabète, c'est un conflit psychologique de résistance, de répugnance. Ça n'a absolument rien à voir avec la consommation de sucre. Et d'ailleurs, quand on fait une hypoglycémie, on le sait bien, hein, on a des sueurs froides, des crampes d'estomac, on a l'impression de partir dans les pommes. Vous pouvez manger du sucre, ça ne change rien. En fait, l'hypoglycémie qui rentre dans le cadre du diabète, c'est un conflit de répugnance, et tant qu'on est dans la répugnance, ça ne marchera pas, parce que tout ça est commandé par notre ordinateur, notre pilote automatique et notre cerveau. Voilà. Donc, chaque fois qu'on a
un problème de stress intense, eh bien, on se retrouve confronté, surtout si ce stress est imprévu, s'il est d'une grande violence, s'il génère des sentiments de colère, de tristesse, de chagrin, eh bien, ce stress va se somatiser d'une manière ou d'une autre. Une carie dentaire, par exemple, est un cancer. Hein. Je prends l'exemple, puisqu'on était sur le sucre, je vais rester sur cette histoire du sucre. Hein. On prétend que le sucre donnerait des caries dentaires. Et on se base là-dessus sur l'expérience qu'on a eue avec les aborigènes en Australie. Alors, il faut savoir qu'effectivement, lorsque les Anglais ont envahi l'Australie, lorsqu'ils ont mis les aborigènes dans des ghettos au niveau des égouts de leur ville, hein, c'était dans des conditions d'hygiène absolument hallucinantes, ils ont aussi amené le sucre raffiné. Et bien sûr, les enfants ont mangé du sucre, parce que les enfants, naturellement, ils ont besoin de beaucoup de carburant, donc ils ont mangé du sucre, et on a constaté que les enfants avaient beaucoup de caries. Et les adultes aussi d'ailleurs, qui s'étaient mis à manger du sucre de la même manière. C'était la seule consolation qu'ils avaient dans la situation terrifiante qu'ils vivaient, puisqu'ils étaient massacrés dès qu'ils ouvraient la bouche, dès qu'ils voulaient se défendre, ils étaient massacrés. Et voilà, ce qu'on ne comprend pas dans cette histoire-là, on attribue ça au sucre, mais on oublie le reste du contexte. C'est-à-dire que ces aborigènes, on leur avait volé leur territoire, on les avait privés de leur culture, on les avait gavés en plus d'alcool qu'ils ne supportaient absolument pas, et d'alcool fort. On leur apportait du sucre, c'est clair, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si les aborigènes s'amusaient à résister, à refuser cette ingérence des Anglais sur leur territoire, ils étaient morts, parce que en face d'eux, il n'y avait pas une sagaie, il n'y avait pas des flèches. En face d'eux, il y avait des mitrailleuses, il y avait des canons, il y avait des armes effroyables contre lesquelles ils ne pouvaient rien faire. Donc s'ils s'avisaient de se défendre, d'essayer de se défendre, ils étaient anéantis, ils étaient morts. Et donc pour le cerveau de ces aborigènes, la seule solution, puisque la guerre pour tout prédateur animal, pour tout mammifère prédateur, la guerre elle se fait avec les dents, la solution c'était de démonter les dents. Et ça a été la cause des caries, et non pas le sucre qu'on leur a amené. Hein. Voilà, ceci est un exemple. Alors maintenant, si on reste sur cet exemple des aborigènes, comment ces gens-là peuvent-ils assumer et vivre et survivre dans les circonstances où ils étaient à ce moment-là, où ils étaient donc envahis, parqués, traités comme même pas comme du bétail, c'était hallucinant, quoi, hein. Comment pouvaient-ils accepter et dépasser cette situation? Eh bien, il n'y a que la solution spirituelle. Et c'est là où c'est très très important de comprendre ça. Quelque part, si on lit la Bible, et si on lit la Genèse dans la Bible, on découvre que Dieu est créateur, hein, que Dieu crée. Et il crée donc l'univers, il crée la nature, et puis il crée les différents animaux, et puis il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc tout ce que nous savons à ce moment-là de Dieu, c'est qu'il est créateur. Et il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme est créateur. Et il est créateur, bien évidemment, dans une limite moindre que le créateur universel, c'est bien évident. Mais il est né, il a été mis sur terre pour être créateur. Et toute la société, tout le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde que nous créons. Et quelque part, la seule solution par rapport à une situation comme celle des aborigènes par exemple, c'est véritablement de se changer eux-mêmes pour que leur création de leur environnement change. Hein, donc ça c'est un exemple politique. Je crois qu'aujourd'hui avec les gilets jaunes et tout ça, on est dans une immense révolte par rapport à la politique qui nous a imposé depuis 2 ans bientôt. Mais ça ne sert à rien de se battre extérieurement. Ce qu'il faut changer, c'est nous-mêmes. Et si nous nous changeons nous-mêmes, la société changera automatiquement parce que nous sommes
unis aux autres. Quelque part, il y a une sorte de symbiose, d'unité entre tous les êtres humains qui fait que toute la société peut changer à partir du moment où il y en a un qui change, ça fait boule de neige, ça déteint. Arrêter de mettre l'ennemi voilà, à l'extérieur de nous. À l'extérieur. Quelque part, c'est nous-mêmes qui créons le mal. Chaque fois que nous avons des pensées négatives, chaque fois que nous sommes dans le jugement, chaque fois que nous voulons absolument obtenir tel ou tel résultat ça ne peut pas fonctionner. Ce qu'il faut, c'est accepter d'accueillir la vie, d'accueillir notre être, d'accueillir le souffle qui nous est donné à chaque seconde et d'accueillir la grâce qui nous est offerte par ce Créateur à chaque seconde. Et à ce moment-là, la vie peut changer et à ce moment-là, nous devenons capables de guérir toutes les maladies. Voilà. Donc la maladie, en quelque sorte, vient nous souffler. C'est l'expression de notre être qui cherche à nous guérir, c'est ça? Non, la maladie est véritablement la soupape de sécurité qui nous permet de survivre lorsqu'on vit un stress trop intense. Donc ça, c'est la pathologie d'abord, c'est-à-dire l'expression de la souffrance. Mais derrière, il y a un message. Il y a bien sûr un message, puisque quelque part, nous avons reçu une sensation. Et en général, c'est parce que nous n'avons pas accepté cette sensation, que nous l'avons refoulée, qu'elle va s'exprimer dans la chair. Et la maladie, c'est le processus de guérison qui se met en route. Et ça, c'est aussi important à savoir. Chaque fois que nous avons un cancer, et nous en avons sans arrêt, eh bien, nous n'avons la plupart du temps aucun symptôme. Sauf si le cancer est superficiel, la plupart du temps, nous n'avons aucun symptôme. Et les symptômes vont apparaître lorsque nous basculons en guérison, parce qu'il y a automatiquement à ce moment-là inflammation et douleur. D'accord. Et c'est là que nous allons consulter. Nous sommes en train de guérir. Et les médecins nous mettent dans le stress à travers la peur, à travers tout ce qu'ils véhiculent de mensonges, inconsciemment bien sûr. Les médecins sont de très bonne volonté, ils sont bienveillants, ils sont tout ce qu'on veut, mais ils sont dans l'erreur. Et par conséquent, c'est une médecine de mort. Alors que il faut absolument arriver à une médecine de vie, quoi. Qui s'intéresse aussi seulement aux symptômes et pas à la personne en général. Et puis en plus, c'est des symptômes de guérison. Oui. Les symptômes auxquels elle s'intéresse, c'est le processus de guérison. Donc c'est dramatique. Elle cherche à empêcher la guérison. Lorsque vous avez une angine, par exemple, c'est que vous êtes en train de guérir et que vous êtes en train de guérir un cancer des amygdales. Ça n'a absolument rien à voir avec une agression par une bactérie ou par quelque chose comme ça. C'est vous-même qui construisez les bactéries. J'ai eu encore il y a quelques jours, je communiquais avec une personne, une jeune femme adulte qui avait une douleur épouvantable et qui voulait aller à l'hôpital pour se faire des piqûres et des antibiotiques. Et vraiment, elle était à 1000 km d'ici, donc je ne l'ai pas examinée, on n'a pas pu faire de photos, elle avait un trismus, elle ne pouvait même pas ouvrir la bouche, et donc je lui ai dit simplement, prends la vitamine C, prends des vitamines B, et puis on va bien voir. Et elle a eu mal, malgré les vitamines, mais elle a pris les vitamines. Et au bout de 24 heures, son amygdale s'est percée, il y a eu un écoulement de liquide noirâtre qui est en fait sa tumeur qui s'est évacuée. Bon, on lui aurait donné des antibiotiques à ce moment-là, elle bloquait le processus. Au lieu de guérir en 2 jours, elle aurait mis 10-15 jours pour avoir une amélioration. À coup bien sûr, ils auraient donné des antalgiques, des anti-inflammatoires et elle aurait eu un confort, mais le processus serait reparti tôt ou tard parce que son cancer de l'amygdale, il était là. Voilà, il faut vraiment repenser toute la médecine, de A jusqu'à Z. Voilà. Et donc, tout l'accompagnement du processus de guérison. Alors, ce qui demande à un moment donné une acceptation aussi de la souffrance. L'accompagnement, c'est déjà prendre conscience de ce stress, de cette souffrance que nous avons vécue. Il faut vraiment en prendre conscience en profondeur. Il faut vraiment mettre des mots sur ce qu'on a vu, sur des mots MOTS, sur nos mots MAUX, pour vraiment comprendre le processus qui s'est mis en place. Et puis, lorsqu'on a pu exprimer cette souffrance, il faut faire un travail spirituel pour le digérer, pour le gérer en quelque sorte. Il faut vraiment qu'il y ait un processus de digestion qui sous-entend impérativement d'abord de s'émerveiller devant la splendeur de la vie.
Ensuite, d'accueillir le souffle, d'accueillir la vie qui nous est donnée à chaque instant, d'entrer dans cette certitude que le Créateur est bienveillant envers nous, il n'a pas fabriqué des microbes pour nous détruire, c'est nous qui construisons les microbes pour nous guérir. Il faut complètement, radicalement changer notre point de vue sur le monde et sur l'univers. Voilà. Alors tout ça c'est expliqué donc dans la formation en ligne, oui, qui est donc en fait une initiation au décodage biologique, donc inspiré parce que toi tu t'es formé selon les travaux du docteur Hammer. Tout à fait. Hammer, Marc Fréchet, mais aussi les travaux de Béchamp, les travaux de Linus Pauling et de voilà, donc tu as fait un peu une synthèse de tout ça et tu proposes donc une formation en ligne. Donc je vous mets le lien sous la vidéo. Et là, pour le mois de décembre, en plus de ça, il va y avoir une petite promotion. Donc, si vous voulez en profiter, vous pouvez aller regarder. Tout est présenté en ligne. Donc voilà, donc décodage biologique de la maladie. Voilà. Où on retrouve un approfondissement en fait, c'est pour aller plus loin après le livre. Ça c'est le écrit noir sur blanc, donc voilà. C'est pratique, alors que l'initiation évidemment ce sont des vidéos. C'est quand même intéressant aussi d'avoir les choses écrites noir sur blanc, et donc ça peut être l'avantage de ce livre. Voilà. Et donc dans cette formation en ligne, on va retrouver organe par organe, la dimension... Appareil par appareil. Appareil par appareil, oui, appareil par appareil. L'appareil digestif, les poumons, l'appareil circulatoire, l'appareil rénal, l'appareil génital, enfin tout ça. Voilà, et donc l'appareil endocrinien. Voilà, donc on va retrouver le langage symbolique du corps, en fait, à travers les dysfonctionnements, les maladies, les pathologies de ces appareils. Voilà, donc Oui, parce que le cerveau fonctionne de manière absolument systématique. C'est exactement comme un ordinateur. Vous appuyez sur une touche du clavier et si par exemple la touche est la lettre A, l'ordinateur ne va pas sortir la lettre Y, il va sortir la lettre A. Et donc c'est important de comprendre qu'il y a une cohérence totale entre le stress vécu et la pathologie. Et par conséquent, si on a, par exemple, je vous le disais tout à l'heure pour les caries dentaires qui sont des processus cancéreux, si vous avez une carie dentaire, c'est que vous n'avez pas le droit ou que vous n'arrivez pas à mordre. Ça ne peut pas être autre chose. Si vous avez un rhumatisme, c'est que vous avez un sentiment de dévalorisation par rapport à la mobilité, par rapport à l'habileté, selon la localisation du rhumatisme. Bon, par exemple, un rhumatisme au niveau de la hanche, c'est toujours un problème sexuel, c'est une dévalorisation au plan sexuel. Et ainsi de suite. On va retrouver toujours, avec une rigueur totale, le cerveau est un ordinateur, un calculateur, il ne fait pas dans la dentelle, il fonctionne de manière très très mathématique. Voilà, et tout ça est expliqué dans l'initiation en ligne. Donc les 3 premières conférences, c'est toutes ces généralités dont on vient de parler en raccourci, mais approfondies. Et puis ensuite, on prend appareil par appareil. Donc il y a 9 conférences qui recoupent tous les appareils, les uns après les autres. Donc de toute façon, si vous êtes intéressé aussi pour aller plus loin, il y a d'autres vidéos sur ma web TV. Donc il y a, j'ai créé une liste spéciale pour les émissions faites avec Alain sur ma chaîne. Super. Voilà. Eh bien merci Alain. Avec bientôt. Plaisir. Au revoir à tous. Au revoir. À très bientôt.